Jean-Michel Bailey, porte plainte contre moi pour diffamation. Donc on est en plein dans ce qu'on appelle une procédure bâillon pour faire taire celle qui interpelle par rapport à ces violences. Toutes les chaînes de télévision se méfient de l'investigation. Dans les groupes privés, comme celui de Vincent Bolloré, on l'a tué depuis longtemps. Dans l'audiovisuel public, on réfléchit à 2 fois avant d'égratigner l'exécutif. Aujourd'hui, pour mettre en lumière cette domestication des médias, on est obligé de faire appel à vous. À 1 heure de Toulouse, dans le Tarn-et-Garonne, règne depuis plus d'1 siècle une dynastie familiale, les Bailey. Depuis 1925, ils contrôlent un influent groupe de presse local, la Dépêche du Midi. Leur fief, Valence d'Agen, 5000 habitants. Ils y trônent à la mairie depuis 1904, quasiment sans interruption. Rencontre avec un ancien correspondant local du quotidien L'Humanité qui connaît bien la famille Bailey. La mairie de Valence d'Agen, c'est un héritage familial. Pour la famille Bailey, ça va de soi que la mairie lui revienne. En 1904, Valence d'Agen se choisit pour maire un entrepreneur, Jean-Baptiste Chaumeil. En 1930, c'est son neveu, Jean Bailey, qui prend le relais. Mais en 1959, il meurt brutalement dans un accident de voiture. C'est alors son épouse, Evelyne Bailey, qui le remplace. Et en 1977, c'est tout naturellement Jean-Michel, le fils d'Evelyne et Jean, qui se fait élire à la mairie de Valence d'Agen. 3 générations de Bailey à la tête d'une petite ville, ça finit par laisser des traces. La famille Bailey est présente depuis tellement de temps qu'elle a constitué ses réseaux. Je pense qu'elle doit contrôler toutes les associations, le club de pétanque, le club de rugby, ça fait partie du paysage. Il y a la Garonne qui coule à côté, et il y a la famille Bailey qui est à la mairie. Voilà. Oui, l'hôpital. C'est bien. Voilà. L'an dernier, lorsque j'ai été élu maire, je me suis aperçu que pour bien connaître les problèmes des gens, il fallait vraiment être leur élu, car c'est là qu'ils viennent se livrer, c'est là qu'ils viennent vous expliquer ce que sont leurs affaires quotidiennes. Je voudrais savoir pourquoi, nous qui payons, on n'a pas droit aux cigarettes. Et pourquoi vous aviez les cigarettes gratuites ? Oui, 3 paquets par semaine, tous les Vous voulez la samedis. supprimer ? Et elle les a supprimés. Eh bien, on va tâcher de le rétablir. C'est pas gentil, ça. Je serais bien trop contente. Co-fondateur du Parti radical de gauche en 1972, Jean-Michel Bailey copine avec tout le monde en politique. Et il devient, au fil des années, député, secrétaire d'État, ministre délégué au tourisme, président du conseil départemental du Tarn-et-Garonne, président du Parti radical de gauche et même sénateur. Et encore, cela n'inclut pas Bailey, le patron de presse. Regardez, 31 006. En 1925, sa famille acquiert La Dépêche, un puissant quotidien du Sud-Ouest qui va traverser une période sombre durant la Seconde Guerre mondiale. Après s'être montré collaborationniste, le journal va être interdit à la Libération, puis renaître en 1947 sous le titre La Dépêche du Midi. Dès les années 1950, René Bousquet, un collabo notoire proche d'Evelyne Bailey, intègre la direction du journal. Ancien secrétaire général de la police de Vichy, organisateur de la rafle du Veldiv en 1942, il avait livré aux Allemands des enfants juifs que les nazis ne réclamaient même pas. Proche de François Mitterrand, qui l'assurait de sa vieille amitié en 1969, Bousquet siégera au conseil d'administration de la Dépêche du Midi jusqu'en 1971. Puis, les Bailey s'emparent d'autres titres régionaux, influents d'Agen à Nîmes et de Rodez jusqu'à la frontière espagnole. Et étrangement, dans les journaux détenus par la famille Bailey, on est fasciné par un homme bien précis, Jean-Michel Bailey. Dans La Dépêche, on donne souvent la parole au proprio, qui, avec ses 2 fils, serait, depuis 150 ans, au service de la République.
Évidemment, le patron de la Dépêche, Jean-Michel Baillet, fait campagne pour l'homme politique Jean-Michel Baillet, quoi. Voilà, bon, c'est aussi simple que ça. Et oui, posséder un média quand on fait de la politique, ça aide. D'ailleurs, en enquêtant, on a remarqué un phénomène étrange sur le site de la Dépêche. Si on écrit « Peut-on critiquer Jean-Michel Baillet quand on est journaliste à la Dépêche ?» et qu'on essaie de poster notre commentaire, il est immédiatement censuré. Veuillez reformuler votre propos afin que votre message soit validé. Est-ce que si on fait la même phrase en enlevant Jean-Michel Baillet et en écrivant le patron, ça marche. waouh! Donc le mot interdit était Jean-Michel Baillet. Pas si vite. En fait, avant d'apparaître sur le site, notre commentaire doit être validé par l'équipe de modération de la Dépêche. Eh bien, devinez quoi ? Il ne l'a jamais été. Ce Baillet tout-puissant, certains habitants de Valence d'Agen ont parfois tenté de le défier. Comme Nicolas Pompigne-Mognard, un des membres fondateurs de la fédération UMP de Tarn-et-Garonne, qui affrontera Baillet au cantonal de 2011. Il est évident qu'on ne peut pas contester le système politique qui est en place en Tarn-et-Garonne sans en passer par Jean-Michel Baillet, puisqu'il est au cœur de tout. Je rappelle que une poignée de conseillers généraux sont d'anciens collaborateurs de la Dépêche du Midi. Je rappelle que la députée de la 2e circonscription, Sylvia Pinel, est l'ancienne subordonnée de Jean-Michel Baillet. Elle était sa chef de cabinet au Conseil général. Donc, il est par ailleurs directeur général de la Dépêche du Midi. Donc évidemment, étant de droite et s'attaquant à la gauche en Tarn-et-Garonne, on est obligé à un moment ou à un autre de prendre position sur les déclarations, les prises de position de Jean-Michel Baillet. Pour autant, moi je ne fais pas une fixette sur Jean-Michel Baillet. Ce que je combats d'abord et avant tout, c'est un système de gestion archaïque et qui conduit par exemple le Tarn-et-Garonne à être le département de Midi-Pyrénées qui enregistre le plus fort taux de chômage. « 15 ans après, nous avons retrouvé Nicolas Pompigne-Mognard à Lisbonne, au Portugal. Après avoir échoué à détrôner Baillet, il est devenu homme d'affaires. Mais il n'a rien oublié de l'emprise locale si particulière du baron de l'Occitanie. Je suis né à Valence d'Agen. Le stade de Valence d'Agen s'appelle le stade Évelyne Jean Baillet. La halle où se fait le marché s'appelle la halle Jean Baillet. Le lycée professionnel s'appelle le lycée. Voilà, donc je suis né dans le bouillon. Je suis né dans le fief. Voilà. Et dès la fin des années 70, dans son fief, Baillet est omniprésent. Vous partagez maintenant votre temps donc entre Paris avec l'Assemblée nationale, Toulouse avec la Dépêche du Midi et puis Valence d'Agen avec vos charges de maire. Je suis presque un nomade, vous voyez. Je suis, disons, 3 jours par semaine dans le Tarn-et-Garonne, 3 jours par semaine à Paris et le reste du temps à la Dépêche du Midi. Bien sûr, cela n'est pas un calendrier formel, mais enfin, disons, c'est à peu près un tiers. Quand on cumule autant de pouvoirs, de mandats, etc., on a un impact sur le territoire, mais qui est colossal. Et évidemment, le pouvoir médiatique est l'outil que vous utilisez pour garder le pouvoir politique. Hop là, circuler, il n'y a rien à voir, quoi. Je me rappelle, j'avais un ami qui disait il n'y a que 2 types de Valenciens. Il y a ceux qui doivent quelque chose à Jean-Michel Baillet et ceux qui s'apprêtent à lui demander quelque chose. Incontournable, tout-puissant, voire intouchable, Jean-Michel Baillet se serait mis à abuser de son pouvoir. Notamment avec des jeunes femmes qui croisent sa route. Mai 2003, au détour d'un article sur l'affaire Allègre, Paris Match révèle qu'en 2002, un magistrat toulousain aurait été saisi d'une affaire de violence avec coups et blessures particulièrement sensible. Les protagonistes ? Un personnage éminent et l'une de ses plus proches collaboratrices, indique Paris Match. La raison du conflit ? Un dépit amoureux.
Match précise que, si l'affaire avait été menée à terme, elle aurait pu provoquer un petit séisme local, mais qu'elle s'est terminée, dans la discrétion la plus totale, par une transaction entre les deux parties. Il faudra attendre 3 ans pour découvrir dans François que l'auteur des coups et blessures sur sa collaboratrice était Jean-Michel Bailey. Voici l'histoire. Le 9 février 2002, à Valence d'Agen, Bernadette Bergon est employée comme collaboratrice parlementaire du sénateur Jean-Michel Bailey, également président du conseil départemental du Tarn-et-Garonne et président du Parti radical de gauche. Alors qu'ils ont une liaison, il l'invite chez lui. Dans la nuit, il la frappe au visage à plusieurs reprises, puis la contraint sous la menace de nouveaux coups à rédiger cette lettre. Monsieur le sénateur, par la présente, je vous prie d'accepter ma démission de mon emploi d'assistante parlementaire. Pour des raisons qui me sont personnelles, je ne souhaite plus assurer ces fonctions. Je vous signale également que je ne souhaite pas bénéficier de mon préavis. À peine la lettre signée, Jean-Michel Bailey jette sa collaboratrice dehors, en pleine nuit, entièrement dévêtue et pieds nus, ne lui restituant que ses lunettes et ses clés. Bernadette Bergon se réfugie alors chez ses parents qui habitent à 2 pas. 48 heures plus tard, elle porte plainte pour coups et blessures. Dévastatrice pour Bailey, cette agression se solde par le versement d'une somme d'argent en échange du retrait de la plainte. Le parquet de Montauban, qui pouvait décider de poursuivre malgré ce retrait de plainte, il classe sans suite. Il faudra attendre 2006 pour que la presse révèle enfin l'affaire. Réaction du principal intéressé ? Il porte plainte contre François. Pas pour diffamation, mais atteinte à la vie privée. En clair, Jean-Michel Bailey ne remet pas en cause le fait qu'il a effectivement frappé sa collaboratrice. Simplement, il considère que cette affaire concerne sa vie privée. Et de fait, François sera condamné pour atteinte à la vie privée. Mais la cour d'appel notera que Bailey n'a pas contesté les faits. Il convient d'observer que ces certains passages de l'article incriminé contiennent des imputations, lesquelles sont de nature à porter atteinte à l'honneur de M. Bailey. Ce dernier n'a toutefois pas entendu reprocher à François de telles imputations. Dans cette histoire, Jean-Michel Bailey s'en est donc sorti en achetant le silence de sa victime. Les années vont passer, et il va poursuivre sa carrière de patron de presse et d'homme politique, sans jamais avoir à s'expliquer sur les coups qu'il avait portés à Bernadette Bergon. Jusqu'en 2016. Cette année-là, il est nommé ministre de l'Aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales. C'est la consécration. Cependant, à l'époque, François Hollande n'est vraiment pas populaire. Dans la presse, la composition du nouveau gouvernement ne semble pas convaincre. À l'exception, bien sûr, de la Dépêche du Midi. Mais voilà, quelques semaines après que Bailey ait été nommé ministre, le média en ligne BuzzFeed publie de nouvelles révélations sur l'affaire Bergon. Cet article tombe rapidement sous les yeux d'Isabelle Attard, une députée écologiste qui venait de se battre contre les violences sexuelles du vice-président de l'Assemblée, Denis Baupin. Et là, je me dis, c'est pas possible, on peut pas laisser faire ça, Après, en plus, toute l'affaire Baupin à l'Assemblée, je me suis pas battue depuis des mois pour permettre comme ça à un agresseur d'être librement ministre, d'être un modèle, un exemple. Ça, pour moi, c'était juste pas possible. 11 octobre 2016, à l'Assemblée nationale. Oui, merci, Madame la Présidente, chers collègues. Ma question s'adresse donc à Jean-Michel Bailey. Isabelle Attard va interpeller Bailey sur l'affaire, sous le regard embarrassé de la députée socialiste qui préside la séance ce jour-là. Et pourtant, le 11 février 2002, Monsieur le ministre, vous étiez encore sénateur du Tarn-et-Garonne quand votre collaboratrice parlementaire a porté plainte contre vous à la gendarmerie de Toulouse. Voici ce qu'elle a déclaré.
Elle était à votre domicile lorsque vous l'avez frappée au visage à plusieurs reprises, monsieur le ministre. Vous avez enfermé votre collaboratrice chez vous et vous l'avez contrainte sous la menace de nouveaux coups à rédiger une lettre de démission. Vous avez chassé votre collaboratrice de chez vous en pleine nuit, entièrement dévêtue et pieds nus. Ces faits ont été rapportés le 10 mars 2016 par les journalistes Marie Kirchen et David Perrotin. Nous avons un groupe écologique. Au sujet de l'article 8 bis, s'il vous plaît. Coupez le micro, je parlerai sans micro, c'est pas grave du tout. Non, les journalistes Marie Kirchen et David Perrotin, je continue dans le journal. Madame la députée. D'autres députés avant moi se sont permis des hors-sujets. Je continuerai à interpeller monsieur le ministre. Ces journalistes, Marie Kirchen et David Perrotin, vous ont contacté avant et après la parution. Vous étiez patron de presse. Vous connaissez le délai des 3 mois pour les attaquer en diffamation. Vous avez choisi le silence face à ces informations qui dérangent. Aucun innocent n'aurait choisi de se taire. Par votre silence, vous reconnaissez être l'auteur de violences graves commises sur votre collaboratrice, monsieur le ministre. Certes, vous ne serez jamais condamné, puisque vous avez acheté le silence de votre victime. Je rappelle pour finir les mots du président de la République lui-même. La lutte contre les violences faites aux femmes est une exigence. Allez, je souhaite un État exemplaire. Nous allons en rester là, puisque le sujet de la... J'ai la sensation qu'à ce moment-là, j'ai enfreint les règles, avec de gros guillemets, des règles non dites, mais des règles de bienséance à l'Assemblée nationale. Et si vous venez couper ces règles, même non dites, du coup, c'est vous qui passez pour une folle. Et c'est tellement facile de traiter une femme de folle ou d'enragée. J'ai pas eu droit à hystérique tout de suite, mais c'était peut-être le mot d'après. À l'inverse, Jean-Michel Bailey, lui, ne sera pas interrompu dans sa réponse. Je suis favorable à l'amendement, mais puisque vous avez considéré que Madame le député pouvait s'exprimer sur ces sujets, je veux quand même lui rappeler qu'on peut tout romancer, mais qu'il y a eu une instruction judiciaire dans cette affaire et qu'elle a été classée sans suite, ce qui, vous l'imaginez, prouve que les choses ne se sont pas passées comme vous le racontez, parce que le procureur de la République n'aurait jamais classé sans suite si les choses étaient telles que vous le dites. Tous les autres parlementaires qui sont dans la salle des 4 colonnes à ce moment-là, ou qui vont vers l'hémicycle, ou qui en sortent, fuient royalement ma présence, passent rapidement et évitent de répondre aux questions des journalistes. Et finalement, cette attitude de fuite, je l'ai eue tout le temps par rapport à cette affaire. Mais Isabelle Attard n'en reste pas là. Quelques jours après avoir questionné Bailey à l'Assemblée, elle lance une pétition pour qu'il soit écarté du gouvernement par François Hollande. Monsieur le Président de la République, il est encore temps pour vous de limoger ce ministre. Sinon, votre erreur deviendra une faute. Réaction du ministre ? Jean-Michel Bailey porte plainte contre moi pour diffamation. Plainte qu'il enlève quelques mois plus tard. Donc on est en plein dans ce qu'on appelle une procédure bâillon, une plainte en diffamation pour faire taire celle qui interpelle par rapport à ces violences. Et pourquoi il la retire ? Parce qu'il sait qu'il va perdre. Malgré cette pétition signée par près de 8000 personnes, François Hollande ne bougera pas le petit doigt. Jean-Michel Bailey restera ministre jusqu'en 2017. Mars 2021, nouvelle mise en cause de Jean-Michel Bailey. Mediapart révèle qu'il est visé par une plainte pour viol sur mineur déposée en 2019. Les faits remonteraient au début des années 80. Nathalie Colin a aujourd'hui 56 ans. C'est la fille d'un autre sénateur du Tarn-et-Garonne, Yvon Collin. Comme Bailey, il est membre du Parti radical de gauche. Lui aussi fera une longue carrière politique. Lorsqu'ils se rencontrent, dans les années 60, Yvon Collin et Jean-Michel Bailey deviennent vite proches amis. À l'époque, Bailey est souvent invité dans la demeure familiale des Collin à Montauban. 45 ans après les faits, Nathalie Colin nous a livré son témoignage. Elle n'a pas souhaité être filmée, mais a accepté pour ce documentaire de nous raconter plus tard, par téléphone, ce que Jean-Michel Bailey lui aurait fait subir quand elle avait une dizaine d'années. Quand M. Bailey arrivait à la maison, c'était la fiesta, quoi. Oui. Les petits plats, les grands, et
C'était la magie. Tout le souvenir qui m'a couvert de cadeaux. Je me souviens où il m'avait habillé pour le ski à Paris. Il m'avait acheté mon boot. Il m'a même acheté un poney à moi. Nathalie affirme qu'à partir de ses 12 ans, elle est agressée sexuellement et violée à plusieurs reprises pendant près de 2 ans par Jean-Michel Bailey. Lui a 35 ans. À l'époque, Nathalie pense vivre une histoire d'amour. J'ai mis beaucoup de temps à me dire que c'était pas normal. Enfin, j'avais le discernement d'une petite fille de 12 ans. Même 45 ans après les faits, Nathalie garde des souvenirs détaillés du corps de Jean-Michel Bailey. Moi, j'ai des souvenirs très précis sur le personnage. Et j'avais 12 ans. Donc ça a des odeurs, ses oreilles, ses pieds, ses mains, enfin voilà, ses calbutes, tout. Dans son eau de toilette, son dentifrice, tout. Nathalie Collin habite alors à Montauban. Bailey vient souvent dîner chez ses parents, puis il l'emmène pour le week-end chez lui, à Valence d'Agen. Je suis partie quelques fois avec lui, où il venait dîner le vendredi soir, et où je repartais avec lui, moi. Dormir dans son lit, dans sa chambre à Valence d'Agen. En plus de ses week-ends en tête-à-tête, Nathalie Collin se souvient que Jean-Michel Bailey l'avait emmenée au ski. J'ai des flashs, moi. Des vacances à Font-Romeu, où je suis partie en voiture de course que M. Bailey possédait. On était partis au petit matin, tous les deux, sur la route. On s'arrête. Il me déshabille, il me masturbe, et à un moment donné, il y a une voiture qui s'arrête à côté de nous, et là, il redémarre, et il me dit, bon, mais là, voilà. Nathalie Collin se souvient aussi d'un week-end à Paris, qu'elle aurait passé en compagnie de Jean-Michel Bailey et sa compagne de l'époque. Lorsqu'on était allé à Paris, son ex-copine était hôtesse de l'air. Je me souviens très bien, donc c'était un appartement avenue Montaigne qui était un grand appart, mais qu'une seule pièce. Et moi, je dormais dans un petit lit, et quand elle était partie le matin à 5h pour bosser, j'avais rejoint son lit. Je me souviens ce jour-là où il avait failli passer à l'étape supérieure, où il avait dit non, il ne faut pas. Il n'y a jamais eu pénétration par le pénis, il y a eu pénétration par les doigts, donc on peut parler de rapport. Je me rappelle, j'avais entre 12 et 14 ans. En droit français, toute pénétration sur un mineur de moins de 15 ans est un viol. Mais à l'époque, Nathalie ne parle à personne de sa relation secrète avec Bailey. Enfin secrète, c'est vite dit. Au début des années 80, Jean-Michel Bailey invite Nathalie et ses parents à venir passer quelques semaines de vacances sur une île grecque paradisiaque, Spetsaï, où il possède villa et bateau. Il s'y trouve avec sa compagne hôtesse de l'air et d'autres couples d'amis. Nathalie s'étonne d'être la seule enfant invitée. Jamais un enfant a eu accès à la Grèce. Il n'y avait pas d'enfant, il n'y avait que moi. Dans ce cadre paradisiaque où tout le monde semble s'amuser, Jean-Michel Bailey aurait, là aussi, violé Nathalie. Je me souviens qu'en Grèce, on n'était pas tous les deux. En Grèce, je rejoignais son lit, et pareil, je suis capable de décrire sa chambre. Je rejoignais son lit quand c'était possible. Et même sur le bateau, devant tout le monde, Bailey s'affiche avec Nathalie. Elle a 12 ans, il en a 35. Nathalie se souvient avoir été violée à plusieurs reprises cet été-là. Et cette fois, il y aurait eu des témoins. Comme Jean-Claude Guy, un ami de jeunesse de Bailey, médecin, qui était présent lors du séjour. 20 ans plus tard, en 2002, après s'être brouillé avec Bailey, il contacte Nicolas Pompigne-Mognard, l'opposant politique de Jean-Michel Bailey. Il va alors lui raconter les vacances en Grèce.
le volume de détails et la qualité des détails qu'il peut vous donner, ça donne quand même une indication de la véracité du sujet, quoi. Et il donnait quand même beaucoup de détails, quoi. Des couleurs, des noms, des dates, des lieux. Voilà. Il me montre les photos. Ça c'est moi sur le bateau, ça c'est Jean-Michel Baillet et moi, ça c'est Yvonne Collin et Jean-Michel Baillet. Ensemble, le médecin et l'opposant décident d'alerter les autorités sur les agissements de Jean-Michel Baillet. Le 1er juillet 2002, Jean-Claude Guy signale par courrier au procureur de la République de Montauban les viols dont il affirme avoir été témoin. Alors que les invités de M. Jean-Michel Baillet se tenaient sur le pont supérieur du bateau, M. Jean-Michel Baillet et la fillette des époux Collin étaient pour leur part situés sur le pont inférieur, de telle manière que chacun des invités pouvait les voir. Ainsi, j'ai pu voir que M. Jean-Michel Baillet étreignait la fillette et se livrait à des attouchements à caractère sexuel. En particulier, j'ai pu voir que M. Jean-Michel Baillet introduisait ses doigts dans le vagin de la fillette. Je précise que cette scène s'est prolongée durant près d'1 heure et que si l'ensemble des personnes présentes à bord n'ont pu ignorer ce qui se passait, aucune d'entre elles, pas même les parents de la fillette, n'ont manifesté leur opposition. Par la suite, et tout au long de notre séjour sur l'île, j'ai pu observer que M. Jean-Michel Baillet se livrait régulièrement à de semblables agissements sur la fillette des époux Collin. Mais ce n'est pas tout. Le docteur Guy va révéler à Nicolas Pompigne-Mognard l'existence d'une autre victime, qui témoignera par écrit auprès de lui. Il me dit, mais de toute façon, il y avait une autre gamine aussi, alors je sais plus quel âge elle avait, la fille de qui c'était, ou je sais pas quoi, au Maroc. Je prends le nom de cette dame-là, je vais sur Internet et je trouve quelqu'un qui a ce nom-là, qui habite aux États-Unis. Mais en tout cas, elle rédige ce courrier, qu'elle nous envoie. Signée d'une Française expatriée aux États-Unis, que nous appellerons Sandrine, cette lettre adressée en 2003 au docteur Guy raconte un séjour qu'elle aurait passé au Maroc, en compagnie de Jean-Michel Baillet, dans la maison de Jean-Claude Guy. Au fil des journées pleines de découvertes, un lien de camaraderie et de confiance se forma entre Jean-Michel Baillet et moi. Cela ne lui a pas pris trop longtemps à m'embrouiller la cervelle et à me faire des avances câlines et sexuelles auxquelles je ne comprenais rien. Personne n'était à la maison du docteur Guy, et son personnel était absent. Jean-Michel Baillet me borda les yeux et me tourna en toupie. Il me demanda alors de trouver le cadeau promis dans une de ses poches. Tout étourdie et vacillante, j'ai essayé de trouver ses poches à tâtons. À ma grande surprise, j'ai cru attraper un saucisson. J'ai beaucoup ri et j'ai enlevé le bandeau. J'ai alors eu un grand choc de voir ma main sur son sexe. Je me suis enfui et il me rattrapa et me dit de ne pas avoir peur, car il m'offrait le plus beau cadeau du monde. J'essayais de me débattre et je criais. Il plaqua ma bouche contre la sienne alors que je pleurais. Il écarta mes jambes et j'étais alors complètement forcée. Aujourd'hui encore, je garde cette pression de fer entre mes jambes. Depuis, je n'ai jamais rien dit à qui que ce soit, même pas à ma propre mère. La honte, la peur et la culpabilité sont devenus mon enfer quotidien. Je n'ai jamais eu le courage de parler de tout cela. En conséquence, je n'ai jamais pu avoir de relation amoureuse avec un homme. Je suis seule, traumatisée et très triste. Comme je crains de ne pas être la seule victime de cet homme et qu'il ait détruit d'autres enfants comme moi, j'ai rassemblé tout mon courage et je me suis enfin décidée à parler. Je sais que ma présente déclaration peut être produite en justice et qu'une fausse déclaration m'exposerait à des poursuites pénales. Sandrine, qui est née en 1968, évoque des faits qui remonteraient à 1978 ou 1979, quand elle avait donc entre 10 et 11 ans. Au cours de notre enquête, nous avons retrouvé sa trace à l'étranger. Elle nous a confirmé le témoignage qu'elle avait livré dans sa lettre. Après avoir envisagé de nous parler face caméra, elle y a finalement renoncé et nous l'explique dans un mail. La boîte de Pandore s'ouvre. Après beaucoup de réflexion, je ne peux pas le faire. Ma mère rentre en France pour ses vieux jours et je ne veux pas la bouleverser. Je ne lui ai jamais dit. Je protège le mental des membres de ma famille qui ne pourront pas gérer que leur nom soit souillé. Après 25 ans de thérapie et de travail sur moi, ma famille et moi vivons une belle vie. Je vais bien. Ce connard, ou n'importe quel autre, ne pourra plus jamais m'atteindre. À Nathalie, continue le combat. Aux parents d'enfants agressés, ne les laissez jamais avec quelqu'un, que vous connaissez ou pas. Point.
En cet été 2003, Jean-Claude Guy avait-il transmis ce courrier de Sandrine à la justice ? Mystère. Il est aujourd'hui décédé. Sandrine nous a affirmé n'avoir jamais été contactée par des enquêteurs. Nathalie Collin, en revanche, avait été auditionnée en 2002 au commissariat de Toulouse. Mais à 33 ans, elle ne se sentait pas prête à parler. Devant les policiers, elle va démentir le témoignage de Jean-Claude Guy sur les viols subis en Grèce. Moi, en fait, j'étais jeune et j'ai été convoquée à la police à Toulouse. En fait, ça a commencé comme ça. Mais j'étais pas prête. J'avais été convoquée, j'avais dit non, il s'est rien passé et tout. J'étais comme téléguidée, en fait. J'avais dit non, mais non, je voulais préserver. J'étais pas prête. En cette année 2002, Nathalie Collin protège son père, devenu depuis sénateur radical de gauche, mais aussi Jean-Michel Bailey. Si pour elle, les viols dont elle affirme avoir été victime ont cessé depuis longtemps, Jean-Michel Bailey est toujours resté très proche des Collin. On le voit ici, en 1994, célébrant aux côtés de Nathalie les 50 ans de son père. Après l'audition de Nathalie, et malgré le courrier accablant de Jean-Claude Guy, Jean-Michel Bailey ne sera jamais interrogé. Les parents de Nathalie non plus. Ah non, à l'époque, ça a été complètement étouffé. Moi, j'ai été convoquée, auditionnée, et puis plus rien. Et ça, on n'en a jamais pu reparler, en fait. Il n'y a plus aucune pièce... Ouais, ça c'est dingue. Il n'y a plus aucune trace de cette audition. Bonjour. Bienvenue. Dans les années qui suivent, Jean-Michel Bailey poursuit tranquillement sa carrière jusqu'à être nommé ministre de l'Aménagement du Territoire sous François Hollande en 2016. Moi, je suis un républicain dans l'âme. Donc, quand la loi est votée, elle s'impose à tous, a fortiori aux membres des gouvernements. 2016, c'est aussi l'année où Nathalie Collin, 48 ans, trouve la force de parler. Elle réunit ses proches et leur raconte ce qu'elle a subi dans son enfance. Et quand Isabelle Attard invective Jean-Michel Bailey à l'Assemblée sur l'affaire Bergon, le père de Nathalie va se manifester pour la première fois. Alors en 2016, précisément le lendemain matin de mon intervention dans l'hémicycle, j'ai Yvon Collin, sénateur que je ne connais pas, je ne l'ai jamais rencontré, qui me demande à me voir. On est au petit déjeuner. Il arrive, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Il s'assoit et là on commence à discuter et c'est là qu'il me dit que sa fille lui a révélé avoir été violée par Jean-Michel Bailey quand elle était plus jeune. Rencontré pour cette enquête, Yvon Collin affirme n'avoir jamais été au courant des viols qu'aurait commis Jean-Michel Bailey sur sa fille quand elle était enfant. Il n'a pas souhaité être interviewé. Quelques mois après avoir parlé à ses proches, Nathalie aurait envoyé à Jean-Michel Bailey un long SMS. Il m'aura fallu 36 ans pour te qualifier de pédophile, toi, Jean-Michel Bailey, ministre d'État d'une république qui se voulait exemplaire. J'avais 12 ans et tu en avais 35. J'étais une enfant, tu étais un adulte. Tu savais que ce que tu faisais était interdit, moi je l'ignorais. J'ai été ton objet sexuel durant les nombreux week-ends que j'ai passés avec toi. C'est donc toi, Jean-Michel Bailey, pédophile, qui aura été le premier homme à poser les mains sur moi. Mesures-tu au moins les dégâts que tu as causés ? Mesures-tu qu'au-delà des actes que tu m'as fait subir, tu as volé ma naïveté, mon enfance et abîmé à tout jamais ma personne ? Je connais ta dangerosité et ta capacité à nuire. Sache cependant que j'ai pris les dispositions nécessaires. Il m'avait répondu, genre 15 jours après, en me disant qui tu es, je crois. Alors que j'avais signé Nathalie Collin. Tu vois, rien que ça, ça va pas, ça marche pas. Le mec, il attend 15 jours pour te répondre qui tu es. En août 2019, Nathalie Collin décide de porter plainte pour viol sur mineur. En mars 2020, le père de Nathalie, Yvon Collin, écrit à son tour au procureur de la République de Paris, ainsi qu'à la garde des Sceaux de l'époque, Nicole Belloubet. Madame la ministre,
j'ai l'honneur de porter à votre connaissance l'intégralité d'un SMS adressé par ma fille. Nathalie évoque de manière factuelle l'agression sexuelle dont elle a été victime par Jean-Michel Bailey. Certes, ces faits sont prescrits puisqu'ils se sont déroulés de 1980 à 1982. Néanmoins, en ma qualité de parlementaire, je me dois de signaler à la justice les crimes ou délits dont j'ai connaissance. Je me permets de vous rappeler que j'ai eu l'occasion de vous faire part de ce délicat dossier à 2 reprises. Je prends aujourd'hui pleinement conscience de la nécessité impérieuse de protéger d'autres potentielles victimes passées ou à venir de ce prédateur sexuel. La garde des Sceaux ne lui répond pas. Mais le parquet, lui, décide de l'ouverture d'une enquête préliminaire confiée à la Brigade de protection des mineurs de Paris. Le parquet de Paris a ouvert une enquête en juin 2020 visant Jean-Michel Bailey, une enquête pour viol et agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Le 19 octobre 2021, Jean-Michel Bailey est convoqué pour une confrontation avec Nathalie. Elle durera 5 heures. Il n'était pas serein pendant la confrontation et moi je ne fais pas de politique, donc moi j'avais la force de la vérité en fait, tu vois. J'aurais jamais pu mener ce combat-là si je racontais des conneries. Voilà, et il le sait très bien. Et je lui ai dit d'ailleurs, pendant la confrontation, qu'il le savait très bien. Que ce que je disais c'était vrai. Il tombait des gouttes, il était vraiment pas bien. C'était un huis clos, mais là il était... Là le Bailey avait perdu de sa superbe. Là c'était le petit Bailey devant le bureau. Tenir qui transpirait. Pour Nathalie, cette confrontation, éprouvante, est chargée de sens. C'était mon procès à moi, en fait. Je n'avais pas mesuré, mais c'était important que je le fasse. Mais c'est hyper compliqué, c'est un patron de presse. Non mais oui, j'imagine bien. Hyper compliqué déjà au niveau émotionnel. Mais... À la sortie de la confrontation, l'avocate de Nathalie raconte. Lui n'a pas reconnu les faits prononcé par Nathalie Colin, mais ça on s'y attendait. Mais en revanche, Nathalie Colin a pu dire tout ce qu'elle avait besoin de lui dire. C'est aussi l'objectif de la confrontation. Quand les faits sont prescrits, on sait que c'est pas les poursuites qu'on attend, mais c'est un moment qui est un rendez-vous qu'elle lui impose, qu'elle lui donne à ce moment-là, à travers la justice, de pouvoir enfin lui dire tout ce qu'elle a retenu pendant toutes ces années. Cette audition aura peu d'écho dans la presse. Pour les grands quotidiens, mettre en cause le patron de la Dépêche du Midi peut être risqué. Le groupe La Dépêche, dirigé à l'époque par Jean-Michel Bailey lui-même, est distributeur des autres titres de la presse nationale dans cette région. Si jamais il s'avisait de vouloir se venger d'un titre qui ne l'arrange pas dans un autre journal, il pourrait menacer de suspendre la distribution. Et puis, le seul qui, à l'époque, avait dit quelque chose a été condamné parce qu'ils ont fait mention de sa vie privée. Bon, c'est sûr que ça calme un petit peu les ardeurs de n'importe quel journaliste. Vous vous souvenez de François, que Jean-Michel Bailey avait fait condamner en 2008 parce qu'il n'avait pas apprécié que le quotidien évoque l'affaire Bergon ? De fait, en 2021, peu de médias nationaux parlent de la plainte de Nathalie Colin contre Jean-Michel Bailey. Et dans La Dépêche ? Eh bien, pas d'article, mais une interview de l'accusé. Du patron. L'occasion pour Jean-Michel Bailey d'insinuer que la plainte de Nathalie Colin serait liée à une vengeance politique de son père, le sénateur Yvon Collin, avec qui il s'est brouillé. Il s'agirait donc, selon vous, d'une vengeance politique ? Yvon Collin a été condamné en octobre 2019 pour trafic d'influence. Il est persuadé que je suis à l'origine de la saisine de la justice, mais il cherche un coupable. Je savais qu'il voulait m'atteindre par tous les moyens, mais je n'imaginais pas qu'il emploierait les plus indignes. On vous sent affecté ? Je le suis, car au-delà de moi, c'est ma famille que l'on veut détruire. L'occasion aussi pour Jean-Michel Bailey d'embobiner les lecteurs. À l'issue de mon audition du 25 février, les enquêteurs m'ont signifié que compte tenu de l'absence d'éléments dans ce dossier et de la prescription des faits, il n'y avait aucune procédure judiciaire ni mise en examen. Absence d'éléments dans ce dossier ? Ce n'est pas ce qu'indique le classement sans suite envoyé à Nathalie Colin. Après examen attentif de la procédure,
nous sommes au regret de vous informer que les faits que vous dénoncez sont couverts par la prescription, empêchant que soit engagée toute poursuite à l'encontre du mis en cause. Aucune mention donc d'une absence d'éléments dans le dossier. Mais dans son journal, le patron ne sera évidemment pas contredit. Une tribune dans son journal, c'est super. Il se fait des questions et des réponses. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de dire aux journalistes de la Dépêche qu'il y a certaines affaires dont il ne faut pas parler. Ça, ils le savent, ils l'ont intégré. Évidemment que les nombreuses affaires qui ont émaillé le parcours de la famille Bailey ne sont pas évoquées, ou le moins possible, dans la Dépêche. Ou quand ces affaires sont évoquées, c'est uniquement pour relater la version de la famille Bailey. Un outil de propagande pro-Bailey, la Dépêche du Midi ? Rappelez-vous des commentaires interdits. Un de ces journalistes va accepter de se confier en off sur la censure au sein du journal. On n'est absolument pas libre. Pas la peine d'essayer d'en parler dans les colonnes du journal. Extémer publiquement sur le patron de la Dépêche du Midi, voilà, c'est Satan dans les représailles. D'accord quoi ? C'est ces porte-plumes qui écrivent, quoi. C'est une figure imposée. Il faut obéir aux ordres et être du côté de Bailey. Il n'y a pas de choix. Être du côté de Bailey, un critère qui semble rempli par ce papier. Autre élément qui interpelle, sous l'interview, il y a une sorte d'encart. La Dépêche donne la parole à une avocate spécialisée dans la défense des victimes de violences sexuelles. Enfin un autre son de cloche dans le journal ? Pas du tout. L'avocate n'a été interrogée ici que sur un seul sujet : les fausses accusations de violences sexuelles. MeToo a permis de libérer la parole, et c'est heureux. Mais par effet de balancier, les fausses accusations d'agression sexuelle ou de viol se multiplient. Un rapide sondage que j'ai réalisé chez des confrères un peu partout en France le confirme. Et ce n'est pas tout. Sous ces articles, la section commentaires a été carrément désactivée. Quant à l'auteur de l'article, non signé, ce serait, selon plusieurs sources, un certain Laurent Benayoun. Nous le joignons au téléphone. J'ai écrit là-dessus, moi je ne me souviens plus. Je ne pense pas que vous trouverez des articles signés de mes initiales LB, hein, je crois pas. Hein. Même si vous n'avez pas rédigé les articles, est-ce que voilà, vous gardez peut-être un souvenir à l'époque des faits ? C'est quand même particulier d'avoir le patron du journal qui est visé par de telles accusations. Non, j'ai pas de souvenir particulier de cette histoire. Pas de souvenir d'une plainte pour viol sur mineur visant son patron ? Pourtant, à l'époque, Laurent Benayoun occupe un poste à responsabilité, celui de chef d'édition de la Dépêche. Et pas n'importe où, dans le Tarn-et-Garonne, le fief du proprio. Donc Laurent Benayoun, il a dirigé l'édition Tarn-et-Garonne de la Dépêche, qui est une édition particulière, puisque nous sommes dans le fief politique de la famille Bailey. S'il a été nommé directeur de l'édition Tarn-et-Garonne, c'est qu'il a la confiance absolue de la famille Bailey. Lors de notre appel, Laurent Benayoun renvoie tout de même la patate chaude. Je pense qu'il vaut mieux que vous contactiez Lionel Laparade, qui était le rédacteur en chef à l'époque, et évidemment qui a supervisé et traité cette affaire. Hein. Lionel Laparade, c'est le rédacteur en chef et directeur de l'information de la Dépêche du Midi. Un des big boss du journal, qui travaille à Toulouse, au siège de la Dépêche. Pendant des semaines, nous avons tenté de le joindre, par mail, par téléphone, sans réponse. En janvier 2022, sans surprise, la plainte de Nathalie Collin est classée sans suite pour cause de faits remontant à plus de 30 ans, donc prescrit. Quand la Dépêche l'annonce triomphalement, Nathalie laisse éclater sa colère sur les réseaux sociaux. Quand le patron pédophile de la Dépêche du Midi, Jean-Michel Bailey, se sert de son journal pour tenter piteusement de se défendre. Je vous rappelle que le classement intervient pour prescription et pas pour insuffisance de preuves. Réaction de Jean-Michel Bailey ? Aucune. Il aurait eu 1000 occasions pour m'attaquer. Moi, je l'ai traité de tout, de
pédophile, ouvertement, sur les réseaux sociaux. Non, mais moi, il ne m'attaquera pas. Et que je sais très bien qu'il est très bien conseillé et que s'il met le doigt là-dedans, mais il est mort. Coups et blessures, viols sur mineurs, malgré ces graves accusations, Jean-Michel Bailey semble bénéficier d'une étonnante impunité. En 2002, il avait d'ailleurs entrepris de protéger un très proche, accusé lui aussi de faits de nature pédocriminelle. En juillet 1999, Valence d'Agen reçoit la visite du ministre des Transports de l'époque, Jean-Claude Guessot. Il vient féliciter Jacques Maggiori, un proche de Bailey qui a créé un centre de vacances moto, le CLAM, qui attire des jeunes de 6 à 16 ans, originaires de toute la France. Certains sont issus de milieux défavorisés. Ils viennent parfois de foyers ou de familles d'accueil. En 1989, en parallèle de ses activités moto, Maggiori devient conseiller municipal de Valence d'Agen, aux côtés de son ami Jean-Michel Bailey, le maire, lui aussi, amateur de moto. Jean-Michel Bailey, alors évidemment, compte tenu de ce qu'il était, du pouvoir qu'il avait, etc., il était entouré d'une majorité de larbins, quoi. Mais il y avait 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui avaient une relation amicale, enfin qui pouvaient se permettre des choses, où ils étaient plus proches, etc. Voilà. Et Jacques Maggiori en faisait partie, absolument. Sauf qu'à Valence d'Agen, l'ami du maire avait une réputation un peu spéciale. Et Nicolas Pompigne-Mognard le savait depuis son enfance. Donc j'ai grandi à Valence d'Agen, et j'ai toujours entendu, que Jacques Maggiori touchait le zizi des petits garçons. Toujours. Des petits garçons de son centre de vacances ? Au début des années 2000, d'étranges coups de téléphone parviennent à La Mouette, une association de protection de l'enfance d'Agen. Sa responsable se souvient. J'ai eu pendant au moins 15 jours, pratiquement, vers 21h, un coup de téléphone. Des fois, vous avez des gens qui s'amusent, mais qui raccrochent aussitôt. Et ce coup de téléphone, je sentais qu'il y avait quelqu'un qui voulait dire quelque chose. Je pensais que c'était un enfant, parce que souvent, les enfants aussi, ils ont peut-être la possibilité d'appeler, mais ils ont peur si quelqu'un rentre dans la pièce. Et plusieurs fois, il m'appelait, et un soir, quand même, de guerre lasse, je réponds à la personne, je dis, écoutez, je sais qu'il y a quelqu'un, je pense que c'est pas pour vous amuser, si vous avez quelque chose à dire, c'est le moment. Je suis là et je ne raccrocherai pas, je vous écoute. Ce soir-là, la voix tremblante d'un jeune homme finit par se faire entendre. Et ce jeune homme de 19 ans m'a dit, ben voilà madame, je voudrais vous rencontrer, je voudrais vous parler. Et il a commencé à me raconter. Il était bouleversé parce que, me disait-il, quand il était jeune, quand il avait 10 ans, et que sa famille n'avait pas les moyens, on le confiait à une association qui s'appelle le CLAM. Le CLAM, le centre de vacances moto de Valence d'Agen. Le jeune homme raconte qu'une fois, alors qu'il avait 10 ans, le directeur Jacques Maggiori l'aurait convoqué, seul dans sa chambre, sous un prétexte récurrent. Récupérer une clé. Il avait été appelé par Maggiori pour lui dire textuellement « Demain, c'est toi qui viens chercher la clé ». Il me dit j'étais un peu inquiet parce que je voyais qu'autour de moi, on avait des copains qui n'étaient plus les mêmes, etc. Mais il dit je suis allée, j'étais obligée d'y aller. Je tape à la porte et Monsieur Maggiori me dit tu peux entrer, c'est ouvert. Monsieur Maggiori était sur son lit, tout nu, et il m'a dit ah tu viens chercher la clé, il faut que tu viennes la chercher, elle est entre mes jambes. Et il m'a dit, j'ai été tétanisée. Mais en fait, il pouvait pas reculer. En fait, il était sous l'autorité, une autorité
déplaire à Marjorie, pour lui, ça devait être difficile. À l'époque, âgé de 10 ans, le jeune garçon n'aurait parlé à personne de cette agression sexuelle. Et il me dit, j'ai gardé ça pendant des années, mais là ça me ressort parce que je reviens à Valence d'Agen et je vois que M. Marjorie est toujours là. Et pour lui, c'était insupportable. Donc je l'ai écouté, je l'ai cru et je lui ai conseillé de porter plainte, que j'allais l'aider. Je l'ai aidé à porter plainte. Il a porté plainte à la gendarmerie. Au début des années 2000, Annie Gourgue ne s'arrête pas là. Elle sait que Jacques Maggiori n'est pas seulement à la tête du CLAM, mais aussi conseiller municipal à Valence d'Agen. Elle écrit alors au chef de file de l'opposition de l'époque. Dans son équipe, Nicolas Pompigne-Mognard. Un jour, il reçoit une lettre de Annie Gourgue, La Mouette, l'association La Mouette, à Agen. Il reçoit le courrier, il le lit, il me le donne. Tiens, va voir. Bon, moi j'ai 23 ans, je suis en forme, je vais voir. C'est-à-dire que je rencontre des gens, je pose des questions, voilà, je me renseigne. À force d'enquêter, Pompigne-Mognard récupère le contact d'une ancienne femme de ménage du CLAM. Donc on me donne son nom, je lui téléphone, et elle me dit ouais, non, et là je tombe sur quelqu'un de effrayé, quoi. Non, je ne peux pas vous parler, c'est trop dangereux. Et je me rappelle très bien qu'elle me dit mais vous ne rendez pas compte, ils sont trop puissants. Finalement mise en confiance, l'ex-femme de ménage lui en aurait dit un peu plus. Elle m'explique un certain nombre de choses. Alors elle me dit par exemple que au CLAM, les douches n'ont pas de porte ou de rideaux. Enfin qu'il y avait des rideaux mais qu'ils n'y sont plus. Elle m'explique que Jacques Maggiori, il a ses favoris. Et que les favoris, des fois, ils vont dans la chambre de Jacques pour passer du temps. Et que tout le monde le sait. Et c'était connu qu'il avait des relations privilégiées avec certains de ces gamins qui étaient très impressionnés par lui et admiratifs, etc. Donc elle m'explique ça. Et puis elle me dit, d'ailleurs, il y a une mère qui a porté plainte. Ouais, alors là, ça devient intéressant. Là, je tends l'oreille. Parce que les rideaux, louches, les relations particulières, mais qu'on n'a rien vu, là, voilà. Et là, quand elle commence à me dire que, d'ailleurs, il y a une mère qui a porté plainte, là, j'écoute, quoi. Elle me dit, mais c'est un gamin qui a dit que Jacques Maggiori l'a pris en photo nu sur une moto. Donc, Jacques Maggiori a mis le gamin nu sur une moto, il a pris une ou des photos. Et c'est un gamin qui a déclaré que il était allé dans la chambre de Jacques Maggiori, il a décrit le papier peint. Problème, bien que très implanté à Valence d'Agen, Pompigne-Mognard n'a jamais entendu parler de cette plainte pour agression sexuelle, qui s'ajouterait donc à celle déposée via l'association La Mouette. Je me dis, mais alors évidemment, plein de questions se posent. Comment est-ce que une plainte comme ça a pu être déposée par une maman, et on n'en a jamais entendu parler, et a priori il ne s'est rien passé, et enfin, bon, ok. Intrigué, Nicolas Pompigne-Mognard retrouve l'ancien patron des gendarmes de Valence d'Agen, Christian Bellard. Entre-temps, il a été muté à Toulouse, au centre de recrutement de la gendarmerie. Donc un jour, j'ai débarqué au centre de recrutement de la gendarmerie de Toulouse. Bonjour, vous êtes gendarme machin? Ah ouais, donc c'est bien vous qui était le chef là, de la brigade? Ah ok, très bien. Ben, moi je m'appelle Nicolas Pompigne-Mognard, voilà. Je me renseigne là, sur... voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit que il y a une telle année, là, il y a une dame qui était la mère d'un gamin qui était au CLAM, qui a porté plainte parce que, etc. Là, je sais pas du tout comment le gars va réagir. Hein. Il peut me dire ça va pas à la tête, il peut me dire circuler, il n'y a rien à voir. Puis il peut... Le gars? Ah oui, oui, je me rappelle très bien, oui. Ah, ben le gamin, oui, alors la mère disait que le gamin était pris en photo sur une moto, et puis le papier peint, et puis les deux hommes, et puis absolument.
Donc il y a bien eu une plainte. Ah oui, il y a eu une plainte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pompigne-Mognard obtient donc confirmation de l'existence d'une plainte. Aurait-elle été enterrée? Ah, attendez. Vous vous souvenez de Jean-Claude Guy, le témoin qui avait écrit au procureur de Montauban pour signaler les viols de Bailey sur la petite Nathalie en Grèce? Eh bien, à la fin de son courrier, il communiquait une information plus que troublante concernant l'affaire Maggiori. J'ai appris que M. Jean-Michel Bailey aurait usé de son influence afin de mettre un terme à des poursuites engagées pour des actes à caractère pédophile contre M. Jacques Maggiori en 1997. M. Jean-Michel Bailey aurait par ailleurs procuré un emploi à ce dernier aux archives du département afin de l'éloigner de Valence d'Agen, où il demeurait néanmoins très actif. Comité des fêtes, direction du CLAM, adjoint au maire. Bailey avait-il le pouvoir d'enterrer une plainte contre son ami pédocriminel? Lors de son enquête, Pompigne-Mognard obtient une révélation capitale de la part du gendarme de Toulouse. Selon lui, Bailey était en position de faire pression sur la justice. Pompigne se souvient parfaitement des propos du gendarme. Oui, parce que il tenait le procureur quand même un peu. Ah bon? Ah oui, le procureur, là, Jean Kubiec, procureur de Montois, Baillet, il le tenait un peu, parce que il faut que vous sachiez que le procureur Kubiec, il habitait à côté d'Agen, ou je sais pas quoi, là, un bled, enfin, dans le Lot-et-Garonne, pas loin. Et il y a une dame qui est allée déposer plainte que elle avait été suivie à plusieurs reprises, si j'ai bien compris, par une voiture. La voiture était une voiture blanche, de telle marque, blablabla. Et quand les gendarmes ont enquêté, on a trouvé que le propriétaire de la voiture, c'était Jean Kubiec. À l'époque des faits, ce Jean Kubiec n'est encore que substitut du procureur général près la cour d'appel d'Agen. Par téléphone, le gendarme Bellard va nous confirmer que Kubiec avait été signalé pour harcèlement par une habitante de Valence d'Agen en 1998. Elle sortait du travail, de son travail, une voiture s'arrête, et le conducteur, très bien mis sur sa personne, bien lui dit, est-ce que, je vois qu'il faisait mauvais, il dit, ouais, est-ce que vous voulez que je vous ramène? La jeune femme a dit oui, écoutez, oui, je veux bien, avec plaisir. Donc elle monte dans sa voiture, il lui dit, où est-ce que vous habitez? Elle lui dit, à tel endroit, bon, hop. Et pendant le trajet, bien entendu, il lui propose ce que vous pensez. D'accord. Alors attendez, pour qu'on soit clair, qu'est-ce qu'il lui propose? Une relation sexuelle. Ok, d'accord. Hein? Alors il dit, non, écoutez, merci de me raccompagner, mais restons-en là. D'accord, bon. Hop, elle descend, il s'en va. 2 jours après, la même voiture, le même personnage, s'arrête, il lui dit, bon, vous ne voulez toujours pas qu'on passe un moment ensemble, ou... Ah, il lui dit, non, monsieur, arrêtez, ou là, ça va mal se passer. Et le gars s'en va. Quelques semaines plus tard, les gendarmes identifient le harceleur via sa plaque d'immatriculation. Et surprise, il vient d'être nommé procureur de la République de Montauban. Désignés par le pouvoir exécutif, les procureurs représentent la société et doivent assurer le respect de la loi pénale. Le sujet est donc sensible. Le supérieur de Christian Bellard, commandant de compagnie, lui donne alors des instructions de discrétion. Il me dit, Bellard, major, je lui dis oui, mon commandant, pas d'archives, hein, n'en gardez pas une trace au bureau. Je dis non, vous inquiétez pas. Et puis donc je lui porte mon compte rendu et il le transmet au commandant de groupement. Le commandant de groupement, il vient me voir, il me dit, je suis déçu, il me dit, major. J'ai dit, mon colonel, pourquoi? Il me dit, vous savez, le papier l'affaire de M. Kubiec, j'ai dit, ouais. Il me dit, j'en ai parlé au procureur général de Toulouse. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Je lui ai dit non. Le procureur général de Toulouse m'a dit, mon colonel, c'est la vie privée de M. Kubiec, ça ne nous regarde pas. Dans ce contexte de compromission, Pompigne aurait été contacté par le chef des gendarmes du Tarn-et-Garonne, le colonel Philippe de Boisère.
Pompigny, il faut qu'on se voit. Bon, moi, j'ai 24 ans, le colonel, chef des gendarmes du coin, m'a dit de venir le voir, je vais le voir, quoi. Moi, mon nom, c'est pas Baillet. Voilà. Et donc, il me reçoit dans son bureau avec un gars dont je me rappellerai assez souvent, parce que c'était un de ces flics, il en avait vu d'autres. Hein, il avait maîtrisé l'art allez, je vais essayer de rester poli. Pas de manipuler, mais de manipuler les gens qu'il interviewait, quoi. Voilà. Au bout d'un moment, ça fait partie. Voilà. Peut-être que c'est une compétence. Donc, on aimerait savoir à qui vous avez parlé. On aimerait bien savoir qui c'est, ce gendarme. Parce que nous, on est gendarmes. Donc, tu peux bien nous dire, c'est qui le gendarme à qui t'a parlé, qui t'a dit tout ça. On va rien lui faire. Voilà. Et donc, j'ai pas sorti le nom du gendarme. Et donc, l'autre, là, qui était un peu plus âgé, c'était c'est bon, on va aller. Tu veux boire un café? On va boire un café, viens, on va boire un café, va, on va boire un café. Mais tu sais, tu peux nous le dire, le gendarme, tu sais, c'est pas de problème. Après, tu sais, c'est juste pour les papiers et tout ça, c'est une formalité, quoi, tu vois. Le nom du gendarme. Tu peux nous le dire, le nom du gendarme. Tiens, tu veux du sucre? Non, mais ça, c'est comme ça que ça s'est passé, quoi. Le sujet, c'est d'où je sortais cette information, quoi. D'où je sortais cette information. Qui avait trahi, quoi. Voilà, quoi. Parce que ça mettait du monde dans l'embarras, quoi. Qu'il y avait une plainte, quoi. Qu'il y avait une plainte. Qui avait disparu. Enfin, c'était un secret qui avait été très bien gardé, quoi. Ce jour-là, les gendarmes du Tarn-et-Garonne confirment donc à Pompigny l'existence d'une plainte à l'encontre de Jacques Maggiori. Mais au lieu d'auditionner le principal intéressé, ils cherchent à savoir qui a parlé. Après son rendez-vous à la gendarmerie, Nicolas Pompigny-Mognard n'entend plus parler de l'affaire Maggiori. Jusqu'à un jour de juin 2002, où, devenu représentant de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles, il croise à la préfecture le colonel qui l'avait interrogé. Il vient me voir, il me dit on a fini l'enquête là. Donc il y a matière. Pour les besoins de notre enquête, nous avons retrouvé ce colonel de gendarmerie du Tarn-et-Garonne. 23 ans après, il se souvient que Maggiori aurait en réalité fait plusieurs victimes. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas eu de magouille de la gendarmerie. Croyez-moi. Donc, je suis quelqu'un de sérieux. J'ai fait mes 5 dernières années comme général à l'inspection générale. Et donc, est-ce que vous vous souvenez qu'il y avait un plaignant, plusieurs plaignants? Je me souviens pas, madame. Je voudrais pas vous raconter. Non, bien sûr, mais... il devait y avoir, je pense peut-être deux plaignants. Mais j'ai pas souvenir de dizaines, minimum 2. 2 plaignants au moins donc auraient signalé des comportements problématiques de Maggiori. Encore une fois, il n'y a pas eu de lézard de notre part. Enquête menée normalement, donc avec les auditions des jeunes, au moins 2. Certainement l'entourage puisque c'était le club de moto. Ouais. On a dû entendre également certainement des gens qui étaient en satellite de ce club, des gens qui le fréquentaient. Voilà pour ce qu'on appelle l'environnement en termes police gendarmerie. Ouais. En cette année 2002, à l'issue de leur enquête, les gendarmes convoquent Jacques Maggiori. À la Mouette, Annie Gourgue ne tarde pas à en être informée. Quand je téléphone au colonel, la dernière fois que je l'ai eu au téléphone, il m'a dit « Madame Gourgue, ça y est, nous l'avons convoqué. Il a une convocation. » Il n'y est pas allé. Il a été convoqué une seconde fois. Et on lui a précisé que s'il ne venait pas de son plein gré, on irait le chercher. On le recherchait pour l'entendre, on ne le trouvait pas, et en fait, on n'arrivait pas à le localiser, en fait. D'accord.
On n'arrivait pas à le localiser et en fait on n'a trouvé que son cadavre pendu dans le Tarn-et-Garonne. Donc, il s'est suicidé. Enfin, on l'a retrouvé mort, pendu à un arbre. En revenant de vacances, le colonel me prévient en me disant, voilà, Madame Gourde, Monsieur Majory vient de mettre fin à ses jours. J'ai été quand même un peu... En disant ma réaction, s'il avait été vu avant. Et c'est vrai, si on n'avait pas traîné comme ça, si on avait fait comme pour tous les autres, hein, quand il ne répond pas, on va les chercher. Lui, c'était Majory, donc il fallait attendre. En droit français, le décès d'un individu poursuivi entraîne l'extinction de l'action publique. En 2002, là où les plaintes qui visaient Jacques Majory ont donc été classées. Il ne pourra jamais y avoir de suite judiciaire pour les victimes présumées. Il y a plein de questions auxquelles il n'y aura jamais de réponse. Et voilà, tout ça, c'est balayé. Tout est balayé. Et moi, je suis très déçu, évidemment. Moi, je voulais un jugement, un tribunal. Évidemment, moi, j'ai jamais souhaité la mort de ce mec-là. Au lendemain de la mort de Majory, le quotidien de Jean-Michel Baillet va rendre un hommage appuyé à l'ami de Jean-Michel Baillet. Ce Valencien de souche a consacré sa vie aux autres et à sa commune. Animé par 3 passions, l'animation, la moto et le social. Sous l'intertitre « Un homme d'action », la Dépêche du Midi glorifie des projets initiés par Jacques Majory. Autant d'actes de dévouement qui, sans porter ombrage à sa simplicité, ont été mis en exergue par les médailles de la protection judiciaire de la jeunesse, du tourisme, de la jeunesse et des sports. Hier soir à Valence d'Agen, et plus particulièrement au Clam, la tristesse était grande. Et s'agissant des plaintes le visant ? Des calomnies, selon le journaliste de Jean-Michel Baillet. Son sourire et son caractère trempé cachaient les sévices de la calomnie qui avait conduit la justice, sur dénonciation, à ouvrir une enquête. Une calomnie qui a eu raison de lui. La colère m'a pris lorsque je trouve dans ma boîte aux lettres le journal de la Dépêche du Tarn-et-Garonne et que je découvre une immense page consacrée à Jacques Majory avec des éloges, moi, qui m'ont révoltée, sachant ce que Majory avait fait à des enfants. Dans son quotidien, Baillet intervient personnellement pour défendre son ami et cibler ceux qui avaient osé le mettre en cause. L'ambiance délétère entretenue par certains depuis plus d'1 an à Valence n'est certainement pas étrangère à ce drame. Pompigne-Mognard va vite comprendre qu'il est ciblé. En fait, je reçois un appel du colonel de gendarmerie, le même, et qui me dit oui, donc il s'est passé ça, tout ça. Écoutez, mon conseil quand même, ce serait de quitter Valence quelques jours, quoi. J'ai 23, 24 ans, j'ai une épouse, j'ai 2 gamins à la maison. Il y a une rumeur qui court. Il a des amis de la moto là, qui débarquent de Paris pour tout casser, et pour chercher les coupables, quoi, et les punir. Le 27 juin 2002, dans une église de Valence d'Agen bondée, se tiennent les obsèques de Jacques Majory. Pour les hommes qui, de par le monde, sont en quête de vérité, rendons grâce et prions. Le lendemain, la Dépêche du Midi lui rend à nouveau un hommage appuyé. Le cercueil avait été acheminé à la tête d'un cortège de motos, accueilli par une haie de roses. Un drapeau tricolore portant les traces d'opérations montées par Jacques Majory avec le Clam et un casque blanc y reposait. On a une messe dans l'église de Valence d'Agen où
Les gens applaudissent. Ça a été décrit comme un meeting politique. On a des accusations, même pas voilées, qu'on nous l'a tué. On nous l'a tué. Et dans le « on nous l'a tué », c'est clairement dirigé à ma personne. Dans la dépêche, les hommages rendus à Jacques Maggiori lors de ses obsèques sont retranscrits. En première position, ceux bien sûr de l'ami Jean-Michel Bailey. Épuisé, moralement et physiquement, par une campagne calomnieuse, il a choisi de jeter l'éponge. Dans la dépêche, même le responsable de la protection judiciaire de la jeunesse du Tarn-et-Garonne rend hommage à son ami Maggiori. C'est avec une infinie tristesse et le cœur chargé d'émotions que je vais m'adresser à toi. L'ami qui a décidé de nous quitter car tu ne pouvais plus supporter que l'on t'enferme dans une image qui n'était pas obligatoirement la tienne. Quant au journaliste de la Dépêche du Midi, Alain Botte, pour lui, des plaintes d'enfants agressés sexuellement s'apparenteraient à de la délation. La pression qui étouffait Jacques Maggiori a trouvé naissance dans des accusations dont certaines parties d'une association à Genèse, entretenant des liens avec des Valenciens. Jacques Maggiori avait fait part à ses proches qu'il subissait attaques, provocations et humiliations de la part d'opposants. Insultes répétées à sa différence de la part de gens dont le credo se résume à démolition, destruction, délation et dénonciation. Alors bien sûr, Jacques Maggiori bénéficiait de la présomption d'innocence. Mais comment expliquer que la Dépêche, qui s'est tant mobilisée pour couvrir ses obsèques, n'ait pas une seule fois fait référence aux plaintes qui le visaient et à sa convocation par les gendarmes ? Il passe du statut de mec qui est à deux doigts de se faire passer les menottes au statut de martyr. Là aussi, grandement à l'aide de la Dépêche du Midi. Évidemment. Allô ? Allô, oui, bonjour, monsieur Botte. Oui, bonjour. Lors de notre enquête, nous retrouvons l'auteur de l'article et lui demandons pourquoi il n'avait pas jugé bon d'informer ses lecteurs du témoignage recueilli par Annie Gourgue. Bon, à l'époque, la Mouette avait porté des accusations, mais comme à l'époque, ces associations accusaient beaucoup avant d'instruire des dossiers, c'était pas du tout construit, quoi. Moi, en tout cas, si j'avais connaissance, je l'aurais traité, déjà, à l'époque. D'accord. Mais du coup, qu'est-ce qui vous a fait vous dire que c'était des calomnies ? Les calomnies, c'est lui qui le traduisait en calomnie. Et il avait dit à plusieurs fois qu'il était victime de calomnie qui devenait insupportable. Vous n'avez pas besoin de mettre des guillemets pour dire qu'il était victime de calomnie, il s'en plaignait. Alors, si on comprend bien, Jacques a dit qu'il était victime de calomnie, alors le journaliste dit qu'il est victime de calomnie. Calomnie, ça veut dire qu'on l'accusait à tort. Une calomnie, c'est quelque chose que l'on répand sur vous et que vous considérez que c'est faux. Moi, je n'ai pas à juger des faits de M. Maggiori à l'époque. Je n'ai qu'à retranscrire le contexte dans lequel il est suicidé. Et donc, voilà, c'était pour cadrer et camper entre guillemets, le décor d'un suicide. Révoltée par cette négation des victimes, Annie Gourgue décide d'écrire aux notables locaux qui avaient rendu hommage à Maggiori dans la Dépêche. Donc moi j'ai écrit une lettre à monsieur le préfet, au curé qui avait fait, au prêtre, pardon, qui avait fait des éloges extraordinairement bons sur monsieur Maggiori, à monsieur le sénateur et aux gens qui disaient en fait Maggiori a mis fin à ce jour parce qu'il est victime de la politique. Non, c'est trop facile. Je me dois de faire toute la lumière sur les circonstances dans lesquelles M. Maggiori a été convoqué à la gendarmerie, suite à un dépôt de plainte de notre association qui a reçu des confidences de victimes. Et notre rôle dans ce cas est de répercuter vers la justice, quelle que soit la situation sociale ou politique de la personne mise en cause. Il me semble inconcevable que l'enterrement se soit déroulé sous le signe de l'humanisme, sans qu'à aucun moment référence soit faite à de potentielles victimes. Seul Jean-Michel Bailey lui répondra.
Au sujet de la plainte que vous avez déposée, j'imagine qu'elle est consécutive à des preuves irréfutables sur lesquelles vous avez pu vous forger des convictions. Car dans le cas contraire, c'est votre éthique personnelle et la crédibilité de votre association qui seraient battues en brèche. Pour l'instant, la seule victime, c'est bien lui, et lui seul. Quelques mois après la mort de Maggiori, sur un fronton de pelote basque, à l'est de Valence d'Agen, des mains anonymes peindront une fresque en son honneur. J'ai eu des rêves, des cauchemars, je devrais dire, récurrents sur ce sujet-là pendant 15 ans d'angoisse 2 fois par mois la nuit. Ouais, bon, c'est bon, je suis pas mort. Hein. Je veux bien prendre ça, quoi, comparé à un gamin ou à une mère qui, quand elle passe sur la 113, voit le portrait de Jacques Maggiori. Putain, pour les victimes, putain, mais ça aussi, c'est à dégueuler, quoi. Il y a certainement des enfants qui ont grandi avec ce secret, certainement. Et quand ils doivent voir ce visage-là de ce monsieur de qui on fait tant d'éloges, connaître ce qui s'est passé dans ce clam, c'est aussi indécent. Février 2026. Âgé de 79 ans, Jean-Michel Baillet se présente pour la 6e fois aux élections municipales de Valence d'Agen. Ni l'affaire Bergon, ni l'affaire Colin n'auront handicapé sa carrière. Ce qui interroge, c'est les institutions autour. Je suis heurtée en tant que citoyenne, en tant que femme, en me disant, mais finalement, c'est la porte ouverte, c'est la liberté absolue pour tout homme de pouvoir agresser des femmes. Il n'y a jamais de justice, donc. Et ce sont les institutions qui embauchent ces personnes, qui les nomment, que j'incrimine. C'est à elles que je m'adresse. En 2016, François Hollande est resté sourd face à la pétition d'Isabelle Attard qui lui demandait le limogeage de Jean-Michel Baillet. Ah, il n'y a eu aucune conséquence. Je crois qu'il a continué sa vie comme si de rien n'était. Contacté, François Hollande n'a jamais répondu à nos sollicitations. Seule concession de Baillet, en 2021, après que Nathalie Colin ait raconté son histoire dans les colonnes de Mediapart, et face à une mobilisation d'associations féministes, il renonçait à se présenter à la présidence du conseil départemental du Tarn-et-Garonne. Ce qui m'a gênée, c'est que dans la région d'Occitanie, il soit toujours, malgré tout, considéré comme l'allié du Parti socialiste, l'allié de Carole Delga, et qu'on le ménage, qu'on le cajole. Carole Delga, la présidente de la région Occitanie depuis 2015. Socialiste, elle a fait alliance avec d'autres partis, parmi lesquels le PRG de Baillet. Il ne vous a pas échappé que Jean-Michel Baillet est aussi patron de presse. Et même si la Dépêche a beaucoup moins d'influence qu'autrefois, tout le monde se dit à Toulouse et dans la région, il vaut quand même mieux avoir la Dépêche avec soi que contre soi. Et donc je pense que Carole Delga n'a pas jugé utile d'être en conflit avec la Dépêche. Elle n'est pas la seule dans ce cas. C'est ce qu'a pu remarquer Nathalie, qui épingle fréquemment les élus qui s'affichent avec Jean-Michel Baillet. Comme Carole Delga ou Valérie Rabault, conseillère départementale PS de Tarn-et-Garonne. PPDA, Baillet, ou comment le fait d'être puissant dans les médias permet de rester fréquentable, parfois par intérêt. La gauche du courage, rassemblée à Bram autour de Carole Delga, avec au premier rang Jean-Michel Baillet, un pédocriminel, celui qui m'a violée quand j'avais 12 ans. En mars 2025, c'est l'ancien président François Hollande qui s'affiche fièrement avec Jean-Michel Baillet. On est dans des enjeux d'alliance de pouvoir, parce que le PRG est un allié du Parti socialiste. Il faut donner des gages, il faut préserver ses alliés. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, on pourra en avoir besoin, donc on préserve. Oui, en Occitanie, journalisme et politique semblent faire bon ménage. D'ailleurs, vous vous souvenez d'Alain Both et de Laurent Benayoun, les anciens chefs d'édition de La Dépêche dans le fief de Baillet? Eh bien, ils ont fait leur entrée en politique. À Montauban, Alain Both préside le collectif Nouveau Montauban, qui présentera une liste aux élections municipales de 2026. Bonjour, je m'appelle Alain Both, j'ai 62 ans, je suis dirigeant d'entreprise, plein d'énergie. Ce qu'Alain Both omet de préciser,
c'est que l'entreprise qu'il dirige, c'est le quotidien Midi Libre, propriété de Bailey bien sûr. Laurent Benayoun, lui, est devenu en 2021 directeur de cabinet et de la communication du département du Tarn-et-Garonne, où siège son ancien patron. Et en 2025, il annonçait rejoindre le cabinet de Carole Delga à la région, où il est depuis conseiller politique. Ah, la Dépêche! Un vrai tremplin vers la politique pour les fidèles du patron. Et ça ne semble pas prêt de s'arrêter. Oui, car la dynastie Bailey est prête pour la suite. Tout l'organigramme de la Dépêche est monopolisé par la famille Bailey. Le numéro 1, c'est Jean-Michel. Numéro 2, c'est son ex-épouse, Marie-France Marchand-Bailey. Numéro 3, il est directeur général, c'est son fils, Jean-Nicolas. Numéro 4, c'est son autre fils, Jean-Benoît. Numéro 5, c'est son neveu, Éric Lafont-Bailey, qui est chargé de la communication, de la promotion du journal des relations extérieures. Notre enquête au sujet de Jean-Michel Bailey aura duré 1 an. Alors pour ce documentaire, nous avons évidemment voulu lui donner la parole. Le 13 octobre 2025 se tenait à Valence d'Agen le conseil municipal de la ville. Nous aurions voulu en profiter pour questionner Jean-Michel Bailey. Mais une fois sur place, nous avons été interdits d'entrer dans cette forteresse de verre par un policier municipal. Employé par monsieur le maire, il montre à la garde toute la soirée. Pourtant, selon le Code général des collectivités territoriales, un maire ne peut légalement pas interdire la présence de journalistes à une séance publique du conseil municipal. Mais ce soir-là, impossible d'entrer en contact avec Jean-Michel Bailey. Alors nous avons appelé la mairie de Valence d'Agen pour obtenir un rendez-vous en bonne et due forme. Mairie de Valence, bonjour. Oui, bonjour. Je m'appelle Léa Martinez, je suis journaliste et je souhaiterais avoir un rendez-vous pour une interview avec monsieur le maire, Jean-Michel Bailey. Alors, je vous propose tout d'être pas au bon service là. Et du coup, pour demander une demande de rendez-vous, il faut faire une demande par mail. D'accord. À quelle adresse ? Mais là encore, pas de réponse. Quelques semaines plus tard, on retente notre chance. Mairie de Valence, bonjour. Oui, bonjour madame. Je vous appelle parce que j'ai envoyé un mail à la mairie de Valence d'Agen pour qu'il soit transmis à monsieur le maire. Alors, moi, j'ai rien. Ah oui. Alors... Léa Martinez, ok, c'est bon. J'ai. Oula. Donc, oui, moi, j'ai transmis le 19. Vous n'avez pas eu de retour, c'est ça que vous me dites ? Non, j'ai pas eu de retour et en fait, pour vous expliquer, on fait un documentaire et monsieur Bailey est accusé de faits très graves de pédocriminalité. On va en parler dans le documentaire et c'est vrai que c'est important pour nous qu'il puisse s'exprimer, savoir ce qu'il a à dire là-dessus. Ok, bah écoutez, moi je relance la demande au cabinet qui gère les demandes de rendez-vous. Ouais. En 1 an d'enquête, Jean-Michel Bailey n'a jamais répondu à nos sollicitations. Fin octobre 2025, Emmanuel Macron annonçait une série de rencontres avec les lecteurs de la presse quotidienne régionale. Mesdames, Messieurs, le président de la République, Emmanuel Macron. L'objectif ? Débattre des enjeux démocratiques à l'épreuve des réseaux sociaux et des algorithmes. Sa première destination ? Toulouse. Et le siège de la Dépêche du Midi. Le 12 novembre 2025, le président de la République était reçu en grande pompe par Jean-Michel Bailey lui-même. Monsieur le Président de la République, c'est un honneur et aussi un bonheur que de vous accueillir ici, à la Dépêche du Midi. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Jean-Michel. Merci beaucoup pour ces mots, pour l'accueil. Et merci à l'ensemble des équipes du groupe. Un accueil très chaleureux en effet. En même temps, les 2 anciens ministres d'Hollande se connaissent depuis un moment. D'ailleurs, en 2017, si le PRG appelait à voter pour le socialiste Benoît Hamon, Jean-Michel Bailey, lui,
faisait sécession. Alors, Monsieur Bailey, pour qui allez-vous vous positionner dans cette campagne? Emmanuel Macron. Et ce choix, il est en direction de celui qui me semble incarner le mieux les valeurs que je porte, dans lesquelles je me retrouve. Et quand on est candidat à la présidentielle, le soutien d'un patron de presse, ça n'est pas rien. 8 ans plus tard, c'est toutes les têtes dirigeantes de La Dépêche qui viennent faire les éloges de leur journal. Comme Lionel Laparade. Vous vous souvenez ? Le directeur de l'information et de la rédaction de La Dépêche qui ne nous avait jamais répondu. Quand on couvre des campagnes d'élections municipales ou des campagnes d'élections de proximité en général, on connaît les candidats et c'est vrai qu'on est moins vulnérable peut-être que d'autres médias à la question de l'ingérence. Nous sommes un média indépendant et un média indépendant des grandes puissances financières. Et là aussi, donc, cette indépendance-là est un gage de sérieux pour nos lecteurs. Donc, oui. Autre intervention devant le président, celle du fiston, Jean-Nicolas Bailey, directeur général de La Dépêche. Nous devons tous garder cet esprit critique de dire, quand je consomme une information, attention, il y a toujours plusieurs visions à une histoire, et c'est que nous nous attachons à faire. Nous faisons dans notre façon de faire notre métier, nous donnons des points de vue différents. Allez chercher des points de vue différents. Ne restez pas enfermés dans vos... Bon, bien sûr, pas celui de Nathalie Colin, ni des plaignants dans l'affaire Madjouri. Et le mot de la fin va bien sûr au patron. Je vous dis en notre fierté d'avoir organisé ce débat. Il était de très belle qualité et je tiens à vous en remercier les uns et les autres. Et toi, pardon, et vous... Ça, c'est le prix. Et vous, Monsieur le Président de la République, qui avez répondu tel que vous savez le faire à l'ensemble des questions. Je pense que nos grands aînés, Jaurès, Clémenceau, Gambetta, Jaurès a écrit la lettre, comme on a beaucoup parlé d'école, Jaurès a écrit la lettre aux instituteurs dans la Dépêche du Midi. Mais ils doivent être fiers de nous. Et nous sommes très fiers de vous avoir reçus et d'avoir organisé ce magnifique débat. Merci à toutes et à tous. Merci. Aucune des affaires auxquelles Jean-Michel Bailey est mêlé n'a eu d'incidence notable sur sa carrière d'homme politique et de patron de presse. À une trentaine de kilomètres de son fief, à la Mouette, Annie Gourgue, qui a fait de la protection des enfants le combat de sa vie, porte un message d'espoir. C'est le combat de 43 ans d'existence, mais il vient aussi de mon enfance. Vous savez, je dis toujours que l'enfance, c'est le chemin sur lequel on va marcher toute sa vie. C'est pour ça qu'il faut parler, il faut le dire, il ne faut pas hésiter. Moi, je me réjouis qu'on soit quand même aussi dans une période où on ose parler, où on ose dire, où des enfants qui sont devenus majeurs, qui ont pignon sur rue, des écrivains, des artistes qui osent dire ce qu'ils ont vécu, qui n'osaient pas le dire parce qu'ils avaient peur que ça rebondisse sur leur famille, mais aussi la peur qu'on ne me croit pas, quoi. C'est pour ça que moi, je ne pouvais pas laisser ça. Je ne pouvais pas laisser enterrer Madjouri par rapport aux victimes. C'est pas possible. La Mouette, c'est ça. C'est une petite association, mais comme les mouettes, quand on crie, on nous entend. Il ne faut pas s'arrêter de crier pour les enfants. C'est pas possible. Merci d'avoir regardé cette enquête. Chez Off Investigation, nous n'avons ni sponsor, ni actionnaire extérieur. Si nos enquêtes existent, c'est uniquement grâce à vous, celles et ceux qui savent qu'un journalisme indépendant est possible. C'est votre soutien qui nous permet d'enquêter librement sur les milieux du pouvoir, des médias et de l'argent. Et c'est lui qui nous garantit une liberté éditoriale totale. Si vous pensez que ce travail est essentiel, faites un don sur off-investigation.fr. Votre soutien, c'est notre indépendance.